Donc, qui ont échangé pendant plus de 3 heures sur pas mal de sujets. Nous allons évidemment revenir sur ce qui s'est dit autour de ce plateau, sur le comportement des différents candidats avec nos éditorialistes, nos invités politiques qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Je voudrais savoir les uns les autres si ce débat, à votre avis, est de nature déjà à faire changer les choses, faire bouger les lignes routes ou pas encore? Bon, je crois que ça commence à fixer un tout petit peu les personnalités, les tons, les positionnements des uns et des autres malgré tout. Notamment sur Emmanuel Macron, je pense qu'il y a eu un emballement absolument gigantesque. On voit, il est au deuxième tour, il est quasiment en passe dans certains sondages de dépasser Marine Le Pen au premier tour. Et pourtant ce soir, je ne sais pas si il aura marqué par ses propositions, si quelqu'un pourra résumer ou dire Emmanuel Macron c'était cela. Et ça c'est important pour lui parce que c'était quand même une épreuve du feu importante. Votre sentiment à tous et toutes, Bruno Jeudi, est-ce que ce premier débat peut déjà faire bouger les lignes? Oui, moi je crois, parce que d'abord on a vu, pour Emmanuel Macron, je pense qu'Emmanuel Macron, qui a sans doute bien commencé le débat, l'a terminé dans des conditions plus compliquées, mis plus en difficulté sur le terrain économique. Pour le duel Mélenchon-Hamon, je pense que ça peut faire bouger les lignes. À mon sens, Mélenchon a plutôt bien réussi ce débat, excellent dans la première partie. François Fillon, je dirais que après une première partie ratée, a réussi la deuxième, ça va être un peu un match nul. Et il faut bien reconnaître que Marine Le Pen, sur tout le début de ce débat, a plutôt été assez souveraine. Thierry Arnaud. Oui, les lignes qui vont bouger, à mon avis, seront celles de Jean-Luc Mélenchon dans un sens positif, peut-être celles d'Emmanuel Macron dans un sens négatif, parce qu'il était très haut et qu'il a dû sans doute un petit peu décevoir ou laisser un certain nombre de Français sur leur faim aujourd'hui. François Fillon s'en tire plutôt bien, puisque personne n'est allé le chercher et le mettre en difficulté sur les affaires et sur le fait que les affaires l'aient amené quand même à renier une des promesses spectaculaires qui était l'initial engagement à se retirer s'il était mis en examen naturellement. Donc, et pour Marine Le Pen et pour Benoît Hamon, je suis pas sûr que les lignes aient bougé énormément. Donc voilà, je dirais surperformance de Mélenchon, peut-être sous-performance de Macron, et les trois autres, il y aura pas, à mon sens, beaucoup de différences. Termine autour de table, Anna, votre sentiment. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait ni un grand perdant ni un grand vainqueur de ce débat. C'est-à-dire que effectivement, il y a une vraie performance, une belle performance de Jean-Luc Mélenchon, parce que il est brillant, parce qu'il a de l'aisance, parce qu'il a de la répartie, parce qu'il est piquant, parce qu'il nous a réservé la plus belle réplique de ce débat en se moquant du débat entre Hamon, enfin de la passe d'armes entre Hamon et Macron. Donc ça, c'est, si vous voulez, il y avait une intensité du côté de Mélenchon. Alors pour ce qui est de Macron, moi je dis pas que c'est une contre-performance. Le sentiment. Donc et pour Marine Le Pen et pour Benoît Hamon, je suis pas sûr que les lignes aient bougé énormément. Donc voilà, je dirais surperformance de Mélenchon, peut-être sous-performance de Macron, et les trois autres, il y aura pas, à mon sens, beaucoup de différences. Termine autour de table, Anna, votre sentiment. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait ni un grand perdant ni un grand vainqueur de ce débat. C'est-à-dire que effectivement, il y a une vraie performance, une belle performance de Jean-Luc Mélenchon, parce que il est brillant, parce qu'il a de l'aisance, parce qu'il a de la répartie, parce qu'il est piquant, parce qu'il nous a réservé la plus belle réplique de ce débat en se moquant du débat entre Hamon, enfin de la passe d'armes entre Hamon et Macron. Donc ça, c'est, si vous voulez, il y avait une intensité du côté de Mélenchon. Alors pour ce qui est de Macron, moi je dis pas que c'est une contre-performance. Le sentiment, si vous voulez, qu'on a quand même, c'est que c'est celui qui avait le plus à perdre, parce que c'est celui qui était le plus attendu et le moins connu et le plus plébiscité par les médias et les sondages. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il est pas forcément limpide. Surtout, en revanche, quand il s'énerve, Macron, il est plutôt à son meilleur, et il s'est énervé à plusieurs reprises dans ce débat. Donc il y a certains moments où il a été très très bon. Je vous rappelle deux choses. La première qui est très importante, c'est que le 4 avril, il y aura le premier vrai débat présidentiel avec tous les candidats. Ils seront 11 et ce sera sur l'antenne de BFM TV. L'autre chose, c'est que dans quelques instants, Bernard Sananès de l'Institut ELA viendra vous dire ce que les téléspectateurs ont pensé de ce débat, les lignes de force qui sont tracées selon celles et ceux qui ont observé les échanges ce soir. Exemple d'échange, on parle de salaire avec les candidats, échange entre Fillon, Macron et Mélenchon. Qui en dit long ce soir? La loi, la même pour tous. Je ne suis pas d'accord avec les soi-disant négociations à la base qui peuvent contourner la loi ou la défaire. Parce qu'à la base, il y a un rapport de force, monsieur Macron. Et à la base, le rapport de force est très mauvais pour les travailleurs. Et moi, je crois au dialogue social parce qu'il est plus efficace, parce que les situations d'entreprise sont différentes. Et je ne fais pas partie des gens qui proposent de diminuer le salaire.
Là-dessus, je veux lever toute ambiguïté. Je suis donc pour un salaire juste. C'est pour ça aussi que j'allège les cotisations salariales. On parle de salaire décent, il n'y a pas de chiffres, on ne sait pas comment on y arrive. Et il y en a. Tout ça, ça n'est pas de la réalité. Et il y a un vrai problème avec M. Macron. Voilà, on maintient les 35 heures et en même temps, on ouvre la négociation. Non. Si on veut ouvrir la négociation, il faut dire qu'on supprime cette référence, qu'on ouvre une libre négociation. C'est un moment important, Bruno Jeudi, parce que on parle de pouvoir d'achat, on parle d'un sujet principal, un des sujets principaux pour les Français, et on voit bien les tempéraments qui tentent de s'affirmer et les divergences sur ce sujet. On voit surtout que c'est un des moments où François Fillon se réveille et où il est beaucoup plus précis. Il est précis sur les 35 heures. Il tourne pas autour du pot. Il réaffirme ses positions. Il en profite pour attaquer Marine Le Pen, qu'il traite de serial killer sur le pouvoir d'achat à cause de la sortie de l'euro. Et c'est le moment où il est très précis après toute une période où il l'a été beaucoup moins. C'est le moment aussi où Emmanuel Macron disparaît un peu du débat, essayant d'un coup d'accord avec avec Jean-Luc Mélenchon, un coup avec Benoît Hamon, un coup avec François Fillon, on s'y perd un petit peu. C'est le moment aussi où Jean-Luc Mélenchon, lui, alors Thierry Arnaud le disait tout à l'heure, alors il égrène toutes ses propositions très coûteuses, peu ou mal financées, mais il avance, il déroule son propos avec l'aplomb qu'on lui connaît. Je voudrais qu'à minuit et demi, pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous nous disiez si les deux champions des camps de droite et de gauche, qui sont passés eux-mêmes par des débats avec la primaire Hamon et Fillon, si vous semble qu'ils ont bénéficié, Anna, de l'exercice. Est-ce qu'Hamon, Fillon, vous en semblez plus à l'aise parce qu'ils ont eux-mêmes affronté des candidats dans cet exercice à de multiples reprises ces dernières semaines? Et non, étrangement, non. C'est comme si toutes les cartes étaient rebattues et que c'était remis à zéro. Le compteur était remis à zéro. C'est ça qui était frappant. Attendez, mais on a eu raison d'en parler. Parce qu'il faut quand même dire la vérité, c'est que Fillon a été une révélation des débats lors de la primaire de la droite et du centre. Et Benoît Hamon, je veux dire, lui aussi, il y a eu une éclosion de Benoît Hamon à la faveur de ces débats. Et là, précisément, si vous voulez, il y avait une remise des compteurs à zéro. Les 5 étaient au même niveau. Et à la vérité, il n'y avait pas de point d'avance parce qu'ils auraient eu une expérience, etc. Du côté d'Hamon et de Fillon. Et Fillon, si vous voulez, a été éteint pendant 1 heure. Moi, j'ai regardé c'est-à-dire que pendant 1 heure, on avait un Fillon éteint qui était corseté en dessous du niveau de lui-même, alors que, je veux dire, il a montré qu'il pouvait être bon. Et en effet, c'est après que la question de la transparence et de la moralisation ait été posée et qu'il a pu faire une réponse, que à ce moment-là, il y avait comme une libération et qu'enfin ses yeux se sont rallumés et qu'enfin il a pu parler des retraites et du modèle social. Vous les avez trouvés comment ceux qui sont passés par les débats déjà? Oui, je trouve que ça s'explique dans les deux cas. Évidemment, s'agissant de Fillon, parce que les affaires sont passées par là et qu'il était dans une situation beaucoup plus inconfortable. Et s'agissant de Benoît Hamon, parce que qu'est-ce qui avait séduit au fond de la part de Benoît Hamon à l'occasion des débats de la primaire de la gauche, c'était une espèce d'authenticité et de fraîcheur à la fois, d'audace dans les propositions sur le revenu universel évidemment, sur l'écologie, etc. Or, qu'a fait Benoît Hamon essentiellement depuis qu'il a gagné la primaire? Il a fait de la politique, il a cherché à élargir sa base électorale et pour cela il a modifié une partie de ses propositions. Et l'évolution évidemment la plus spectaculaire, la plus forte, la plus emblématique, c'est le revenu universel qui est passé d'un projet de 150 milliards d'euros, 140, à une trentaine de milliards. Donc on voit bien que les choses ont évolué et que c'était une position peut-être moins facile pour lui. Ça, vous les avez vus de très près dans la primaire, vous allez les voir de près le 4 avril encore. Bon, votre sentiment sur ces deux personnes, Fillon, Hamon ce soir? En contrepoint, ce qui m'a frappé, c'est la liberté et l'aisance de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. C'est-à-dire que finalement, comme dans les débats de la primaire, les plus libres et les plus radicaux l'avaient emporté. Et dans ce débat-là, ce sont eux les plus radicaux et les plus libres aussi d'une certaine façon, parce qu'ils ont beaucoup moins de comptes à rendre à un ensemble. Et ils ont une forme de cohérence. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour eux. Donc, veut dire que c'est plus démagogique parfois, c'est plus facile au sens, il n'y a pas d'explication à donner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les positions équilibrées et complexes, ça passe beaucoup plus difficilement pas nécessairement dans meilleur parce qu'ils récupèrent le poids de leur parti. En tout cas, les deux autres étaient beaucoup plus à l'aise parce que aussi un peu les vieux routiers. Ils ont déjà fait le présidentiel. J'ajouterais, moi, que finalement, c'est peut-être l'expérience d'une présidentielle et pour Marine Le Pen et pour Jean-Luc Mélenchon et pour Benoît Hamon, et pour Fillon, et pour Benoît Hamon, et pour Benoît Hamon, et pour Jean-Luc Mélenchon, et pour Benoît Hamon, et pour Fillon, et pour Benoît Hamon, et pour Jean-Luc Mélenchon, et pour Benoît Hamon, et pour Fillon, et pour Benoît Hamon, et pour Jean-Luc Mélenchon, et pour Benoît Hamon, et pour Fillon, et pour Benoît Hamon, et pour Jean-Luc Mélenchon, et pour Benoît Hamon, et pour Fillon, et pour Benoît Hamon, et pour Jean-Luc Mélenchon, et pour Benoît Hamon, et pour Fillon, et pour Benoît Hamon, et pour Jean-Luc Mélenchon, et pour Benoît Hamon, et pour Fillon, et pour Benoît Hamon, et pour Jean-Luc Mélenchon, et pour Benoît Hamon,
Mélenchon qui a peut-être pesé ce soir. On l'a vu finalement, c'était peut-être les deux candidats qui s'étaient le mieux préparés, qui avaient bien appréhendé peut-être l'exercice Ça fait plus longtemps aussi qu'ils sont en campagne, les deux. Ça fait un an qu'ils sont en campagne, tous les deux. Alors que les trois autres, pour des raisons différentes, ont eu des difficultés. Emmanuel Macron, parce que peut-être que la distance était un peu trop longue pour lui. François Fillon, parce qu'il est pris actuellement dans une spirale qui est plutôt négative. Et Benoît Hamon, je ne sais pas, peut-être que le poids du parti, son introduction un peu curieuse, bon voilà, c'était peut-être difficile ce soir pour lui. Je voudrais qu'on retrouve Damien Abad qui est en direct avec nous ce soir sur l'antenne de BFM TV, porte-parole de François Fillon. Merci d'être avec nous, Damien Abad. Comment avez-vous trouvé votre candidat ici autour de la table? Les avis sont plutôt très discrets sur la première partie du débat avant de se libérer un petit peu pour la suite. Oui, il a choisi de voir une attitude qui soit posée, calme, présidentielle. C'est-à-dire que François Fillon a voulu montrer qu'il était à hauteur de la fonction de chef d'État. Et face à des candidats qui soit étaient dans la démagogie pure et simple, notamment M. Mélenchon et Mme Le Pen, soit des candidats du yo-yo ou des girouettes permanentes comme Emmanuel Macron, ou le candidat un peu open bar comme Benoît Hamon, il a voulu incarner cette fonction présidentielle. Donc il a eu un ton mesuré, posé, c'est aussi ce que les Français attendent. Et puis dans la deuxième partie, il a pu aussi démontrer la force et la puissance de son projet de redressement économique et social pour la France. Damien Abad, encore un mot. Est-ce que c'était un ouf de soulagement que les autres candidats ne l'attaquent pas plus sur les affaires qui ont émaillé cette campagne ? Non, ce qui est un ouf de soulagement, c'est surtout qu'on ait enfin pu parler des projets, enfin pu débattre idée contre idée. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On a vu des candidats comme Emmanuel Macron qui d'un côté disait « je supprime les 35 heures », puis finalement qui n'était plus d'accord avec ce qu'il disait lui-même. On a vu des candidats dans la démagogie permanente comme Madame Le Pen par exemple, et on a vu un François Fillon qui avait cette stature internationale, qui aussi bien sur les sujets d'éducation, sur les sujets économiques et sociaux que sur les sujets sécuritaires, il n'y a pas eu chez lui de trou, il n'y a pas eu de faiblesse ce soir. Et on a vu au contraire un François Fillon qui, je crois, incarne la fonction présidentielle et incarne ce que les Français attendent d'un chef d'État, c'est-à-dire du calme, de la détermination et de la volonté. Il a dit lui-même, il est à la fois le candidat de l'expérience et le candidat de la volonté. Et je crois que c'est ça qui comptait aujourd'hui. Et on est satisfait qu'on ait eu ce débat de fond. On a juste peut-être un petit regret qu'on n'ait pas pu aborder davantage la situation internationale ou la lutte contre le terrorisme, qui sont des enjeux essentiels pour le futur chef d'État. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir en direct. Dans ce débrief sur BFM TV, vous voyez François Fillon qui arrive en direct à son QG entouré de ses soutiens. C'était quand même de se relancer, de complètement trancher avec la séquence des affaires et d'être d'abord sur son programme crédible et de reprendre une stature de présidentiable et de confirmer la stature de présidentiable qu'il avait au sortir des primaires. Et avec la première heure où il a vraiment été très effacé, c'est peut-être difficile. Hein, c'est peut-être difficile quand même de penser que c'est ce débat qui le relancera. Un peu peut-être, mais pas suffisamment à cette heure-ci, me semble-t-il. On va justement écouter François Fillon qui échange avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron ce soir au sujet de l'Europe et de la sortie future de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Vous êtes en train d'entraîner le pays vers un véritable chaos économique et social, et il faut que les Français le sachent. On ne sort pas de la monnaie européenne, qui est appuyée sur un ensemble européen qui a ses défauts mais qui a sa puissance. On ne sort pas de la protection que nous apporte aujourd'hui la Banque Centrale Européenne, grâce à laquelle on a des taux d'intérêt extrêmement bas. Ceux qui étaient à votre place au moment du Brexit, qui ont dit tout est possible, ça va être formidable. C'est formidable. Eh ben, ils se sont carapatés le jour d'après. C'est formidable, monsieur Macron. Ils se sont carapatés. Les résultats de la Grande-Bretagne sont formidables. Ils sont allés se planquer. Pour tout le monde. Ça, c'est la production industrielle. Là, c'est l'euro. Là, c'est l'Allemagne. Là, c'est la France, l'Espagne et l'Italie. Vous croyez pas qu'il y a quand même un lien de cause à effet entre l'euro et ces courbes-là? Bonsoir Sébastien Denaja, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV, député socialiste de l'Hérault, soutien de Benoît Hamon. Première question simple, évidemment traditionnelle, comment avez-vous trouvé votre candidat? Est-ce que l'expérience des débats passés, selon vous, lui a profité ce soir? Écoutez, moi ce soir j'ai vu surtout un Benoît Hamon avec beaucoup de clarté. Je crois que c'est ce qu'attendaient les Français, de la cohérence, de la force. Oui, de la solidité, et du coup je crois voilà une vraie stature présidentielle, c'est ce qu'on attend aussi quand même dans ce débat-là. Et je crois que Benoît Hamon l'avait déjà démontré hier avec beaucoup de force justement à Bercy devant près de 25 000 personnes. Et ce soir je crois que voilà les Français que je vois tous les jours sur le terrain, qui sont perturbés, inquiets, qui ne savent pas encore finalement quel choix ils vont faire. Ce soir en tout cas ils ont vu avec Benoît Hamon une proposition cohérente, une vision claire de la France et surtout de son avenir. Est-ce que ce débat, selon vous, est de nature à faire bouger les lignes suffisamment pour votre candidat ?
Oh, je crois de toute façon que ça va les faire bouger pour beaucoup. Et pour les 5 candidats en tout cas qui étaient là ce soir, je vous le dis sur le terrain, et vous-même dans les sondages que vous commentez à longueur de journée, on le voit, il y a encore à ce jour un grand degré d'incertitude. La campagne, elle a vraiment commencé, alors pour nous encore plus fortement ce week-end, mais elle commence vraiment, et ça vaut pour les 5 candidats ce soir, pour les 11 même qui sont en présence, elle commence ce soir avec ce débat. Et donc je crois vraiment qu'il ne s'agit pas de savoir si ça relance ou pas la campagne de Benoît Hamon, il s'agit de voir que là, il y a 30 jours, un petit peu plus, pour convaincre les Français, et surtout vraiment alors que depuis un mois on est embourbé dans les affaires judiciaires de monsieur Fillon et de madame Le Pen. Là on peut enfin parler d'emploi, de logement, de transition énergétique, et avec Benoît Hamon on a à cœur de faire des propositions claires justement pour l'avenir des Français. Merci beaucoup Sébastien Naja d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV. C'est intéressant ce que dit Sébastien Naja, Bruno Jeudi. Il estime lui que la campagne a vraiment commencé ce soir. Il n'a pas tort sur le fond, parce que c'est vrai que pour d'abord beaucoup de Français qui auront regardé ce débat, c'est un peu les 3 coups de la campagne véritablement, qui rentrent dans le vif du sujet. Ils ont exposé peu ou prou les grandes lignes de leur débat sur l'économie, sur le social, sur le régalien, et même un petit peu de manière sans doute trop brève sur l'étranger. Donc c'est quand même pour les Français très important, puisque ils ont vraiment une campagne inédite qui va être ponctuée par 3 débats. Le prochain, le 4 avril, sur BFM, qui sera d'ailleurs le premier débat avec tous les candidats d'un premier tour. Ça paraît un peu incroyable, mais c'était jamais arrivé, alors que c'est la 10e campagne présidentielle. Et c'est vrai que d'habitude, on a une campagne de meeting. Cette fois-ci, on aura une campagne de débats, 3 débats d'ici le premier tour. Et forcément, pour les Français, il va y avoir comme une sorte de feuilleton comme ça qui va s'installer avec ces 3 moments forts. Raquel Garrido est avec nous, de la France Insoumise. Bonsoir, merci pour votre présence en direct sur l'antenne de BFM TV. Jean-Luc Mélenchon est plutôt 4e, 5e dans les intentions de vote ces dernières semaines. Raquel Garrido, pensez-vous que ce soir, il a su convaincre suffisamment de Français pour monter quelques marches? Oui, je crois que Jean-Luc Mélenchon était vraiment la révélation ce soir. Peut-être que encore des Français ne l'avaient pas vu dans la plénitude de ses capacités, parce que vous savez, souvent il est caricaturé. Et là, ce soir, il était égal à lui-même, et je trouve qu'il a occupé une position très centrale dans le débat de ce soir. Souvent, les autres candidats lui donnaient raison sur tel ou tel point. Et puis, il était visiblement le mieux préparé en termes de programme, et c'était clair, c'était pédagogique, c'était argumenté sur tous les points. Sauf peut-être, enfin pas sauf, mais surtout plutôt sur la question, je dirais, de la fédération du peuple français lui-même autour de l'Assemblée constituante pour une 6e République, parce qu'on sentait que derrière lui, derrière son sérieux, il y avait le souffle aussi de cette France qui réclame plus d'éthique en politique et plus de contrôle citoyen. D'ailleurs, il a été vraiment le seul à vraiment appeler un chat en ce qui concernait la question de l'éthique en politique. Merci beaucoup Raquel Garrido d'avoir été avec nous en direct ce soir sur l'antenne de BFM TV. Cette première réaction à l'issue de ce débat. Il a été question de transparence, de lien avec les lobbies, évidemment, entre les candidats. Vu la teneur de la campagne jusqu'à ce soir, c'est un peu normal. Écoutez cet échange entre Hamon et Macron sur le sujet. On parle beaucoup de renouvellement, etc. La plupart des gens qui sont autour de moi sont dans la vie politique depuis des années, des décennies. Ils n'ont jamais renouvelé la vie politique et ils préfèrent que ça n'arrive pas. Pouvez-vous prendre l'engagement ici, devant les Français, que parmi ces personnes les plus fortunées qui ont fait des dons importants pour vous ou pour votre campagne, il n'y a pas plusieurs cadres de l'industrie pharmaceutique, plusieurs cadres de l'industrie chimique et pétrolière? Demain, quand il s'agira vis-à-vis des perturbateurs endocriniens de prendre les décisions, il faudra prendre des engagements et ne pas être tenu. Lié par ceux qui ont financé votre campagne. Je vais vous dire, je vais être totalement clair, je prends l'engagement de n'être tenu par personne, monsieur Hamon. Personne. C'est un moment aussi important dans cette soirée, Thierry, ce qu'on vient de voir cet échange. Oui, effectivement, c'est un moment important. Il était clair et c'était une des ambitions de Benoît Hamon, cet échange dans la soirée. Il faut dire les choses clairement. Il voulait, si vous me permettez l'expression, se payer Macron sur les lobbies et l'influence de l'argent, etc.
De mon point de vue, il ne le fait pas très habilement parce qu'il l'attaque sur ceux qui vont à titre individuel financer sa campagne. Que vous soyez cadre dans une banque ou dans un groupe chimique ou charcutier ou ce que vous voulez, vous faites un don et je ne crois pas que si c'est le cadre un cadre qui travaille chez Total ou dans une compagnie pétrolière qui va donner 500 € à Emmanuel Macron, je suis pas certain que ça lui donne une puissance de lobbying très forte. Le lobbying, c'est pas ça. Le lobbying, c'est les micro-partis, c'est les dons qui sont beaucoup plus importants, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Donc, en tout cas, peu importe, sans doute du point de vue de Benoît Hamon, il a mis le sujet sur la table, il est allé attaquer Macron là-dessus, et c'est ce qu'il voulait faire, et de son point de vue, ça a payé. Marine Le Pen à la sortie du... Mais voilà, mais bon, sinon ça s'est correctement déroulé. Je pense que chacun a quand même pu exprimer sa pensée, qu'elle soit pleine ou vide d'ailleurs, et c'est à refaire. Vous espériez pouvoir montrer le clivage entre les patriotes et les mondialistes, parler du fond ce soir, vous pensez y être parvenu ? Oh bah oui, mais c'est-à-dire que moi j'ai un avantage, c'est que moi mes positions sont non seulement connues, mais qu'elles sont claires. C'est quand même pas tout à fait le cas de tout le monde. Bon, et donc j'ai pu les exprimer. J'ai aussi pu m'exprimer sur des sujets où peut-être on n'a pas l'habitude de m'entendre. Donc ça, encore une fois, je m'en réjouis. Mais c'est vrai que sur le chômage, ça mérite un peu plus que 2 minutes. Sur le terrorisme, ça mérite un peu plus que 2 minutes. Sur l'insécurité de manière générale, ça mérite un peu plus que 2 minutes. Donc le mieux la prochaine fois, c'est peut-être de prendre 3 ou 4 sujets et d'aller à fond sur ces sujets plutôt que d'en faire 15 ou 16. Beaucoup, même ici au QG, estiment que votre adversaire principal était Emmanuel Macron. Comment avez-vous jugé cet adversaire principal désigné, en tout cas ici ? Bah écoutez, c'était la première fois que je l'avais en face de moi. Je lui tire mon chapeau parce que je n'ai jamais vu quelqu'un capable de parler 5 ou 6 minutes de suite sans émettre une seule idée dont on se souvienne. Voilà. C'est le vide absolu. En faisant plaisir à tout le monde et avec des phrases qui n'expriment pas une pensée politique, n'expriment pas un choix politique. Somme toute, c'est quand même relativement inquiétant. Je pense que beaucoup de Français se sont rendus compte de ça ce soir et changeront probablement d'avis sur lui. Parce que vous voyez, moi, on m'aime ou on m'aime pas, mais on sait ce que je pense et on sait que j'ai la franchise pour défendre mes idées. Marine Le Pen, donc, qui réagit à l'issue de ce débat ce soir, vous l'entendez à minuit 45 sur l'antenne de BFM TV. Justement, si vous nous rejoignez, Études Elab pour BFM TV. Bonsoir Bernard Sananès, président de l'Institut Elab. À chaque soirée de débat, vous interrogez les téléspectateurs et vous leur demandez qui ils ont jugé le plus convaincant pour commencer. Oui, sur 4011 Français représentatifs, un échantillon représentatif français, 1157 téléspectateurs, et c'est important de le préciser, 1157 téléspectateurs qui ont donc suivi le débat, nous ont répondu à la question qui est le plus convaincant. Et on pensait que Emmanuel Macron était celui qui avait le plus à perdre dans ce débat. Ce n'est pas le cas pour ces téléspectateurs. Il a été le plus convaincant avec 29%. Il tire sans doute profit de sa position centrale, qui est évidemment la plus favorable dans ce type de sondage, qui encore une fois n'est pas une intention de vote, et le fait qu'il ait été aussi la cible de pas mal de critiques et qu'il ait pu répondre peut expliquer cette position. La deuxième place, et ça confirme ce que vous disiez dans vos débats précédemment, est obtenue par Jean-Luc Mélenchon, qui obtient 20%, et là effectivement on salue la performance de Jean-Luc Mélenchon, qui a montré sa cohérence, qui a montré sa personnalité, qui a montré sa verve. Très bon score donc pour Jean-Luc Mélenchon, qui devance sur cette question François Fillon, Marine Le Pen et Benoît Hamon qui ferment la marche. Une première réaction à cette donnée, Routel Krief, 29% Macron, vous inspire quoi cette réaction des téléspectateurs ? Je suis un peu surprise parce que je pense qu'effectivement il a été bon, comme on l'a dit, lorsqu'il a réagi, lorsqu'il s'est défendu ou qu'il a pris des initiatives pour se défendre en avance et pour se positionner face à Marine Le Pen. Mais je persiste à dire que je crois que je ne suis pas sûre que les Français aient retenu une idée très forte ou un positionnement très fort. Or, c'était aussi une de ses failles. On l'avait vu dans les sondages. La moitié de ses électeurs ont du mal à mettre un qualificatif. Alors, c'est
l'avantage ou l'inconvénient d'être ni droite ni gauche et gauche, d'être quelqu'un qui veut incarner la complexité de la société, qui veut essayer de trouver les bonnes idées là où elles se trouvent, qui veut pas. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne tranche pas et que donc ça peut être. Alors, il a été le plus convaincant. Je prends note. Thierry. Oui, alors Bernard avait raison de souligner que ce ne sont pas des intentions de vote, mais c'est intéressant de faire le rapport entre les résultats et les intentions de vote parce que ça montre qui surperforme et sous-performe. Emmanuel Macron, il est à 26 à peu près, c'est ce que nous dit le sondage est là pour BFM TV ce soir. Il est à 29 dans qui a été le plus convaincant, donc il fait un petit peu mieux. En revanche, on disait que Jean-Luc Mélenchon, à notre avis, avait fait plutôt une bonne performance et ça se retrouve parce qu'il est aux alentours de 11-12% dans les sondages et là on voit que 20% des Français le trouvent plus convaincant. S'agissant des autres, on est un peu dans l'étiage des intentions de vote s'agissant de François Fillon et de Benoît Hamon. En revanche, c'est plutôt, semble-t-il, une sous-performance s'agissant de Marine Le Pen qui est, elle, aux alentours de 25% dans les intentions de vote. Alors Bernard, pour parler votre jargon, essayez de le faire, il y a d'autres items, d'autres questions que vous avez posées aux Français, aux téléspectateurs qui ont regardé ce débat. Qui a le meilleur projet, qui a les qualités nécessaires pour être président et qui comprend le mieux les gens? Sur la question du projet, si Emmanuel Macron arrive là aussi en tête, encore une fois sans doute par une forme de centralité, il faut noter que c'est François Fillon qui obtient la deuxième place avec 20% devant Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. J'espère qu'on voit l'infographie à l'écran. Sur la question non, des... on l'a pas vu, très Bernard, bien. mais on vous écoute avec attention. Et il y a Benoît Hamon en fait qui est en train d'arriver à son QG. On va prêter une oreille, regardez les images. Pour l'instant, ça bouge, mais on n'entend pas grand-chose. Du coup, je vous redonne la parole. Bernard, sur la deuxième question de la présidentialité, les qualités nécessaires pour être président, Emmanuel Macron devance là aussi François Fillon, 31% pour Emmanuel Macron, 24% pour François Fillon. C'est un très bon résultat pour le candidat de la droite et du centre. Devant Marine Le Pen, 17, Jean-Luc Mélenchon, 15, Benoît Hamon, 11. Et enfin, la dernière question de la proximité, qui comprend le mieux les gens comme vous, c'est là Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête avec 26%, devant Marine Le Pen, 24%. Je voudrais revenir sur ce que disait Thierry Arnaud tout à l'heure sur la question du plus convaincant et peut-être pour expliquer le score pour Marine Le Pen. Les téléspectateurs qui regardent, on l'a dit, ne sont pas forcément, sont différents des électeurs. Les téléspectateurs sont plus politisés, sans doute aussi plus indécis. C'est peut-être pour cela qu'il y a moins dans ces téléspectateurs d'électeurs pro Marine Le Pen et que le score soit un peu inférieur à sa moyenne. Maintenant, nous aurons demain une deuxième indication qui sera intéressante. Ce sera là une vraie intention de vote qui aura été enregistrée tout au long de la journée de demain. Nous sommes avec Christophe Castaner qui nous attend, soutien d'Emmanuel Macron. Bonsoir, merci d'être avec nous. Christophe Castaner, vous venez d'entendre les téléspectateurs à travers l'Institut ELAB qui ont jugé votre candidat le plus convaincant ce soir à l'issue de ce débat. Oui, on a vu qu'il était placé au cœur du débat. Il a fait l'objet de nombreuses attaques. Il a été celui qui a présenté le projet le plus pragmatique, celui qui parle français. Et puis en même temps, il a montré aussi sa pugnacité. Il a su remettre à sa place Marine Le Pen quand elle tentait de le faire parler en son nom. Il a su aussi faire la démonstration que d'un côté, il y a du sérieux, il y a du pragmatisme, il y a de la volonté. De l'autre, et alors en particulier Marine Le Pen, son programme était déjà chiffré à 117 milliards. Ce soir, on a dû passer à 130, 140 milliards. Parce qu'au fond, à chaque occasion, elle rajoute une poignée de milliards pour faire plaisir à une clientèle. Est-ce que vous n'avez pas eu la sensation tout de même qu'Emmanuel Macron était un peu d'accord avec tout le monde et un peu en désaccord avec tout le monde aussi ? Non, il a cette qualité de savoir donner acte sur des constats partagés. Et quand les constats sont partagés, il n'est pas utile de chercher à faire du débat de l'opposition stérile. Il a cherché à provoquer aucun de ses débatteurs, mais il a plutôt montré, quand les réponses étaient mauvaises, qu'elles étaient mauvaises. Et puis, le paradoxe un peu de cette soirée, c'est qu'on voit bien, notamment toute la première partie, le débat se fait à trois, avec Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, qui réussit ce soir sa soirée, et Emmanuel Macron. Merci beaucoup Christophe Castaner d'avoir été avec nous ce soir en direct sur l'antenne de BFM TV. Juste un petit mot sur ce que dans les items de Bernard sur la présidentialité, c'est intéressant de voir Emmanuel Macron et François Fillon arriver en tête parce que et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sur la proximité. Parce que ça correspond effectivement à quelque chose. C'est-à-dire que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont réussi dans leur aisance et leur fluidité en quelque sorte à capter l'attention. Mais le discours raisonnable
pas toujours facile à intégrer, pas toujours agréable à écouter. Il a été tenu par Emmanuel Macron et François Fillon, et les deux l'ont revendiqué à certains moments pendant le débat. Et peut-être que qui a les qualités pour être président, ça a été entendu comme cela, c'est-à-dire après tout, pour être président, il faut être plus raisonnable et moins promettre. Et si on vous montre Benoît Hamon, c'est parce qu'il est en direct, en train de s'exprimer auprès de ses soutiens, ceux qui l'attendaient à son QG, Anna Cavana. Je peux vous dire une chose, c'est qu'en tout cas, ces items-là et ces résultats vont plus que faire plaisir et faire sourire Emmanuel Macron, dans la mesure où précisément la présidentiabilité lui paraissait être jusqu'à présent son talon d'Achille. Il avait considéré, si vous voulez, qu'il avait coché toutes les autres cases, mais qu'il lui manquait la case d'incarnation, de stature présidentielle et d'autorité. Et là, si vous voulez, si au terme de ce débat, les téléspectateurs interrogés le mettent devant Fillon, mais pas un peu. Je veux dire, il est là, il est 7 points devant François Fillon, alors même que... Ce qui est un peu la différence dans les intentions de vote. Mais c'est ça qui est intéressant, en effet, c'est le calque entre les intentions de vote et les... Dans les différents items des labs, ce qu'on remarque surtout, c'est Marine Le Pen qui est tout le temps en dessous de ces items. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait plutôt réussi en partie son débat ce soir. Celui qui s'en tire vraiment bien sur l'ensemble des items, c'est Jean-Luc Mélenchon, incontestablement. D'abord, il devance systématiquement Benoît Hamon, qui lui est presque toujours dernier. Deuxièmement, Ruth le notait à l'instant, sur une qualité très importante qui est l'écoute des Français. Et dans une campagne présidentielle, ça compte énormément. Jean-Luc Mélenchon, il fait une vraie performance. Donc c'est plutôt un bon débat pour lui, ce soir. Il nous reste 30 secondes. Oui, par ailleurs, je passe sur le contrôle de Bernard, mais je crois me souvenir que, au moins pour le premier débat des primaires de la droite, Bernard, c'était Alain Juppé qui avait été jugé le plus convaincant. Donc Emmanuel Valls pour le premier débat de la première de la suite. Ruth, un dernier mot avec vous, s'il vous plaît, parce que le premier vrai débat de la présidentielle avec tous les candidats, c'est sur BFM TV, ce sera le 4 avril, ils seront là tous les 11. J'ai vu pas mal de messages sur Twitter de gens qui s'alarmaient de savoir s'il y aurait autant de thématiques abordées avec les 11 candidats. Non, ça c'est sûr, et vous savez quoi, on l'avait déjà décidé avant même le débat de ce soir. On avait décidé, et c'était même avant de savoir le nombre de candidats, puisqu'on a su 11 seulement samedi. Nous avions déjà décidé de faire des grandes questions. Non mais moi aussi, pour tout vous dire, je préfère que ce soit comme ça. Et donc il y aura moins de questions, il y aura des grands thèmes, et ce sera, on vous dira la suite la prochaine fois. Merci beaucoup, merci à tous les 5. Il faudra rester pour voir ce qui va se passer. Ce sera le 4 avril avec les 11 candidats.